Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'étape numéro 5 du Tour de Catalogne. Alors je vous précise tout de suite, moi j'ai regardé Eurosport, una televisiones. Le problème c'est qu'ils ont diffusé que le final de l'étape. Alors malgré tout, j'étais sur Pro Cycling Stats. Voilà, pendant toute la journée pour regarder pour ce qui se passait pendant la journée. Donc, au niveau des impressions visuelles, voilà, il va me manquer des éléments parce qu'encore une fois, ils ont montré que le final de l'étape. Parce que, voilà, on aurait peut-être pu faire un résumé de 30 minutes, aurait été plus intéressant, nous montrer les 30 dernières minutes. On savait que c'était une course voilà, où ça arrivait au sommet, nous montrer la dernière difficulté du jour, 30 minutes. Ça aurait peut-être pu être intéressant, mais bon. Eurosport a décidé de faire comme ça, donc peut-être qu'il va me manquer des événements du fait que, voilà, encore une fois, j'ai surtout suivi sur Pro Cycling Stats plus que les images, vu que je regardais le Grand Prix E3. Le Grand Prix Arlbrecke. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si en plus vous avez eu la chance, vous, de suivre cette course. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, moto, F1. N'hésitez pas également à mettre toutes les notifications, comme ça vous êtes au courant des vraiment bien au courant de tout ce qui sort. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks. Vous pouvez également, quand vous vous abonnez, aller voir EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, TikTok également. Alors j'ai pas fait de débrief de cette étape numéro 5 sur TikTok, mais c'était pour enregistrer le plus vite possible, parce que là il faut que j'enregistre le Tour de Catalogne, également le GPE3, et on va voir si tout va se mettre en ligne ce soir, ou si il y en a un qui sera en ligne demain matin aux alentours de peut-être à 9h, voilà, pour l'autre course. Bon, on commence tout de suite avec ce Tour de Catalogne. Donc encore une fois, j'ai pas vu grand-chose de la course sur Eurosport. J'ai vu que voilà, Remco Evenepoel a tenté de sortir avec Primoz Roglic, sauf que en fait Primoz Roglic, il a compris un petit peu le manège depuis quelques jours. Il sait qu'il est plus rapide au sprint que Evenepoel, donc il est resté dans la roue. Il a pas passé énormément de relais, il a un peu plus compté ses coups de pédale et puis il a sauté sur la ligne ses adversaires. En fait, c'est un peu le résumé de ce qu'a fait Van Aert également presque sur le GPE3, mais oui, du côté de Remco Evenepoel, il en a trop fait et surtout il aurait fallu peut-être être un peu plus intelligent, enfin c'est même pas intelligent, mais être un peu plus vicieux quoi. Dans l'idée, il fallait l'obliger à passer un peu plus, l'obliger peut-être à faire un peu plus d'efforts. Est-ce qu'il y avait forcément un intérêt à attaquer? C'est la grande question parce que là aujourd'hui il perd du temps quand même sur Roglic. Est-ce qu'il aurait pas fallu tout tenter le dernier jour? Quasiment, parce que là c'est vrai que demain je pense qu'il n'y aura pas d'écart. Par contre dimanche c'est une étape où vous pouvez faire des écarts. Enfin voilà, Remco il a montré qu'il était un petit peu jeune, et puis Roglic, il montre quand même que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. En altitude, je rappelle, il n'a pas été très bon, mais encore une fois, il n'avait pas fait de stage en altitude. Donc il va falloir s'en méfier parce que Roglic c'était pas prévu comme ça son début de saison, il devait faire que la Catalogne, pas Tirreno. Il a fait Tirreno et ensuite la Catalogne, et on s'aperçoit que sur les sprints en petit comité, pour le moment il est difficile à battre vraiment. Il a retrouvé des bonnes conditions, l'opération au niveau de l'épaule lui a peut-être fait beaucoup de bien aussi, parce qu'on rappelle ils avaient dû vraiment opérer l'épaule. Alors on sait que c'est toujours un coureur qui a eu une petite pointe de vitesse, mais là vraiment il fait un très très bon début de saison, Primoz Roglic. Et sur ce type d'arrivée, j'avais dit hier, en plus il y a quand même pas mal de pentes, ça peut convenir un petit peu à Roglic, le fait qu'on ait pas mal de pourcentage. Je m'étais pas si trop gouré que ça lui a quand même réussi à Primoz Roglic. Voilà cette arrivée. On verra maintenant comment le match va poursuivre entre les deux. Je parle de Remco Evenepoel parce qu'après j'en parle pas dans le reste de la vidéo. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Primoz Roglic, vainqueur aujourd'hui. C'est une belle opération pour lui. Ça confirme que les jambes sont quand même pas si mal. Même si encore une fois, lui il va quand même avoir une phase de préparation sur le Giro, notamment de travail en altitude.
Ça montre aussi que le duel, on voit de plus en plus un duel arriver sur le prochain Giro parce que Roglic et Evenepoel, je pense que Evenepoel est un peu plus rapide au contre-la-montre que Roglic désormais, mais alors, on sent qu'il y a un match qui est possible. Je rappelle qu'il y a pas mal d'étapes avec des petites bosses dans le final également sur le Giro où ça peut convenir peut-être plus à Roglic qu'à Evenepoel. Et puis on voit surtout que l'équipe qui était autour de Roglic était plus forte que l'équipe qui était autour de Remco Evenepoel. Ça c'est aussi un des soucis pour Remco, c'est que l'équipe Soudal pour le moment, c'est vrai qu'à part Van Wilder, on voit pas grand monde d'autre dans le final des étapes et face à l'Armada Jumbo, ça pose un problème. Donc c'est vraiment un souci je trouve pour son adversaire, mais Roglic il a su très bien courir et puis par rapport à avant je trouve qu'il a gagné en tactique, en stratégie de course parce que c'était plutôt un coureur qui avait tendance à s'enflammer, c'était plutôt un coureur qui était très fort quand il avait des bonnes jambes mais qui était pas forcément qui avait pas forcément cette capacité à attaquer et à gagner quand il était un petit peu moins fort. Et là, il a réussi à gagner. Alors peut-être qu'il était moins fort quand même qu'Evenepoel, mais il a été plus intelligent, il ne s'est pas enflammé sur cette étape-là. Ça fait du bien. On a l'impression d'avoir un Roglic plus mature cette année par rapport peut-être aux années précédentes et par rapport à un Remco Evenepoel qui doit encore travailler sur certaines choses. Forcément, c'est un jeune coureur, c'est un coureur qui a encore peu d'expérience quand même par rapport à Roglic. Eh bien, ça fait la différence. Et puis peut-être qu'encore une fois, il n'a pas été assez vicieux, Remco, en obligeant à le faire passer, en l'obligeant à prendre des relais. Il a été dans la roue un petit peu tranquille, Roglic, des images que j'ai vues encore une fois. Donc c'était peut-être... il a gagné, il était fort, les jambes sont bonnes. Après, est-ce qu'il est plus fort que Remco? Peut-être pas. Il y a quand même une étape qui va pas être facile, peut-être pour Roglic, c'est l'étape de dimanche. Surtout si Remco Evenepoel tente de sortir très loin de l'arrivée et d'isoler Primoz Roglic. Parce que dimanche, on peut faire des choses sur cette étape à Montjuïc. Et puis surtout que cette étape aura lieu tôt, donc là aussi c'est à prendre en compte l'étape de Montjuïc, vu qu'il y a Gand, on l'a fait partir, on l'a fait arriver vers 13h, 13h30, faudra faire attention au niveau des horaires dimanche. Il y aura une belle après-midi de cyclisme pour qu'elle arrive avant le départ de Gand. Ils auraient pu le faire également aujourd'hui pour que ça arrive avant ou décaler l'arrivée pour que ça soit à 18h et pas comme aujourd'hui quasiment aux mêmes horaires face au GPE3. Mais ce qui fait que dimanche, ça peut être aussi particulier. Bien gérer le petit déjeuner parce qu'on va partir tôt. Et ça modifie forcément la manière de se préparer, surtout qu'en ce moment dans le monde du cyclisme, on est plutôt en train de faire arriver les étapes de plus en plus tard. Donc c'est vrai que pour Roglic, ça peut-être faudra voir chez Jumbo, mais également chez Remco Evenepoel, de ne pas se faire avoir de ce côté-là. Parmi les coureurs au top, Almeida. Moi, je voyais plutôt Ciccone aujourd'hui. Alors, Ciccone est un peu déçu, mais Almeida très fort. Belle équipe UAE autour de lui. C'est vrai qu'il y a Marc Solé, il y avait également Adam Yates. Almeida, après, comme ça a attaqué fort de loin, que ça a roulé fort assez loin de l'arrivée avec notamment la Bahreïn, ça a rendu l'étape plus difficile, cette arrivée, ce final plus difficile. Et on sait très bien que quand c'est compliqué Almeida, plus c'est dur, plus il est présent. Parce que c'est un coureur qui a cette particularité, c'est vrai, d'avoir du temps, il faut qu'il ait du temps pour se mettre en route. C'est un moteur diesel, Almeida. Un petit temps de préchauffage du côté d'Almeida. Là, ça a été le cas. C'est vrai que l'attaque que fait Roglic, lui, peut pas. Enfin, Roglic et Evenepoel, lui, peut pas revenir sur ces mecs-là. Par contre, dès qu'il trouve son rythme de croisière, il est très performant, Joao Almeida. Et il faut rappeler que lui aussi, sur le chrono, il est fort. Ça aussi, c'est la particularité de Almeida, qu'il connaît très bien le Giro, qu'il connaît très bien les routes italiennes, également Joao Almeida, et que l'équipe UAE, elle sera forte quand même sur ce Tour d'Italie. Et c'est vrai qu'Almeida, ça reste un coureur dont il faut toujours se méfier. Moi, je pensais plutôt avoir un Ciccone un peu plus performant, mais c'est là où on voit que Ciccone, au niveau de la récupération, c'est pas forcément son point fort, et c'est un problème pour lui. Et c'est vrai qu'Almeida, aujourd'hui, il fait quand même une belle étape, une belle troisième place. Au niveau du classement général,
il se retrouve bien placé aussi, hein, parce qu'il est désormais troisième à une 0,2. Et puis lui, il a de la chance, c'est que bon, dimanche, il n'aura pas grand-chose à craindre. Landa est 48 secondes derrière, et Remco Evenepoel est 50 secondes devant. Donc à un moment, à part si il va pas gagner de position, mais il ne va pas en perdre non plus lors de cette dernière étape. Et du côté de Joao Almeida, c'est plutôt rassurant par rapport à son début de saison. Voilà, où sur Tirreno il fait 2, il fait 6 sur le Tour de l'Algarve. Voilà, il est en bonne condition physique, c'est un petit peu dans la lignée des derniers résultats qu'il a obtenus, et il faudra s'en méfier parce que sur le Giro, lui, c'est le facteur X. Sur le Giro, on aura des montées plus longues, on sait que c'est des montées qui lui conviennent bien, avec une bonne condition physique et une équipe autour de lui performante. Ça peut être vraiment un coureur dangereux, donc faut pas oublier Joao Almeida parmi les coureurs au départ du prochain Giro le 6 mai. Lenny Martinez, Lenny Martinez, c'est quand même un sacré coureur. Aujourd'hui, il finit dans le duel des jeunes. Il finit devant Kian Aijtebroek. Du côté de Lenny Martinez, la semaine est quand même bonne parce qu'il est 12e du général à 3,16. Il a 15 secondes de Chavez. Il est devant Sepkus, devant Ben O'Connor, devant Rubio, devant Jack Egossi et Castroviejo. Et 3 minutes 16, je trouve que c'est vraiment un écart qui est tout à fait raisonnable par rapport à ses adversaires. Et là aujourd'hui, il bat quand même Landa, il bat Michael Woods, il bat Jane Lay, il bat Ciccone, Adam Yates, et il finit juste derrière Uran. Oh, il y a pire quand même, hein, à cet âge-là. Ce type de montée-là lui conviennent très bien. Les montées avec du pourcentage lui conviennent bien parce que c'est un petit gabarit, Lenny Martinez. C'est vrai que c'est des montées qui ne conviennent pas forcément au gabarit un peu plus massif, je dirais, comme Joao Almeida. Lenny Martinez, c'est 1,68, 52 kg. Il a à peu près le même profil que Gaudu, hein. En termes de gabarit, en termes de taille, forcément, c'est le type de parcours qui conviennent à ces coureurs-là, parce que moins vous avez de poids à déplacer, plus vous êtes performant quand il y a du pourcentage. Et même s'il est un peu moins puissant, il arrive quand même à être fort dans ce genre de situation. Je rappelle qu'en plus, lui, il se prépare un petit peu quand même pour la Vuelta, hein. Il prend de l'expérience sur les routes espagnoles. Je rappelle son calendrier. Alors, il a un gros mois d'avril, notamment Paris-Camembert, Grand Besançon, Jura, Doubs, Romandie, Mercantour Classique en mai et également Dauphiné en juin. Donc voilà, une période assez costaud. Et puis en août, il sera sur la Vuelta. Ce qui est rare, hein, pour une première année chez les professionnels, encore plus en France, d'emmener un coureur sur un grand tour, et à seulement 19 ans. Hein, donc il est dans la lignée en termes d'idées, hein, c'est faire pareil que Ayuso, c'est faire pareil que Pogacar, qui avait été très vite sur les grands tours. Et Lenny Martinez, il a été très très bon aujourd'hui. Il était dans le match, totalement dans le match avec les meilleurs. Donc c'est plutôt satisfaisant. Il faudra voir à Montjuic, comment il va se comporter sur cette étape-là, parce que c'est important d'être bien placé. C'est quand même une étape où il y a une répétition de difficultés qui peuvent faire mal. Et on en saura un petit peu plus sur le potentiel du coureur sur d'autres types de courses, parce que Montjuic, c'est quand même un parcours qui peut correspondre à des parcours un peu de classique, même si c'est un circuit. C'est quand même un parcours qui est très exigeant le dernier jour. Donc on verra comment Lenny Martinez court. Et puis un autre genou dont on n'a pas parlé cette semaine, mais qui finit quand même aujourd'hui 15e de l'étape à 1 minute 47, et qui au général, j'ai oublié de regarder, il était un peu plus long en général, hein, il était 40e du général. Eh bien lui aussi, c'est un petit jeune qui a 21 ans, 5 mars 2002, c'est Riccitello Riccitello, je pense qu'on le prononce à l'italienne. Matteo Riccitello, coureur américain, qui vient d'Israël Première Tech, 15e de l'étape. Là aussi, c'est intéressant pour ce coureur-là, qui est chez Israël depuis le mois d'août 2022. J'ai souvent reproché à cette équipe de ne pas avoir de jeunes talentueux, mais lui, c'est un coureur qui est très intéressant. 9e du dernier Tour de San Juan, et vainqueur du classement des jeunes, au final devant Remco. Sur l'UAE Tour, il fait 17e.
Là aussi, c'est intéressant. Et puis 15e ici au Tour de Catalogne. L'année dernière, il remporte quand même l'Istrian Spring Trophy, qui est quand même une course quand même assez intéressante pour se montrer. Alors certes, il n'avait pas fait une grande fin de saison où il avait abandonné sur le Tour de l'Avenir avant l'étape de Thonon-les-Bains. Il avait fini 62e des championnats du monde, il avait abandonné la Marine Land Cycling Classic, mais c'est quand même un coureur qui avait fait 4e du classement des jeunes du Tour de Burgos, 15e du Tour de la Vallée d'Aoste, en finissant 3e à Cervinia lors de la dernière étape. Il avait fait quoi d'autre? Donc vainqueur de l'Istrian Spring Trophy. Et puis l'année précédente, en 2021, 30e sur le contre-la-montre et 36e sur la course sur route en moins de 23 ans des championnats du monde et 4e du classement des jeunes du Tour de l'Algarve. Donc c'est un coureur qui est très très prometteur, ce petit Matteo Recitello. De toute manière, il a un contrat jusqu'en 2025 chez Israël. Donc c'est-à-dire qu'on mise un petit peu sur lui quand même pour l'avenir, avec un gabarit également de grimpeur très intéressant. Donc lui, c'est un coureur, je pense qu'il faudra retenir son nom à Matteo Recitello parce que c'est un coureur qui peut vraiment avoir des très très bons résultats dans la suite de sa carrière. Vu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, à San Juan par exemple, sur l'Alto Colorado, qui était l'étape de montagne, il fait 11e. Donc c'était vraiment une très très belle étape de sa part. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il est capable de faire. Voilà, il avait fini juste derrière Remco Evenepoel. Et il avait fini devant Quinn Simons, il avait fini devant Tivani, devant Steph Kras à Total, devant Terrada, notamment Recitello. Et là, c'est intéressant ce qu'il a produit aujourd'hui sur une grosse étape de montagne, 15e. Là, juste derrière Sepkus, c'est vraiment bien, devant Biscara de Euskaltel. C'est plutôt intéressant ce qu'il a montré. Recitello, encore une fois, à un jeune âge. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Rapidement, les deux bonnets d'âne du jour. Ben O'Connor. Un peu le résumé de son début de saison, Ben O'Connor. Pas aux avant-postes. Pas présent. Pas à l'avant de la course. Là, aujourd'hui, encore loin. Il finit 16e, 17e. Alors, loin par rapport au standard qu'on fixe à Ben O'Connor. C'est vraiment un début de saison très discret pour le coureur australien et un petit peu inquiétant quand même parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Notre ami Ben O'Connor depuis le début de saison. Il est très loin même au général, Ben O'Connor. Il est 32e à 2,46. Pas fantastique. Très loin de l'étape et donc du général. Non, c'est compliqué pour Ben O'Connor. Ce début de saison, ça manque de résultats majeurs. Il n'y a pas grand chose à retenir. Il fait 13e de Tirreno, ce qui n'est pas dingue. Il fait 6e du Tour de Lander. Bon, c'est surtout sur le Mont Lofty où il prend la 3e place, mais je trouve qu'il fait un début de saison discret, trop discret. Alors après, encore une fois, son objectif sur le Tour de France, on a peut-être décalé les pics de forme pour qu'il arrive en forme sur la deuxième partie du mois de mai. Donc forcément, c'est pas les mêmes objectifs. Deuxième partie du mois de mai où il commence à avoir un petit peu de forme pour vraiment monter en puissance jusqu'au Tour de France. Mais c'est vrai que c'est pas un grand début de saison de la part du coureur australien et c'est presque décevant ce qu'il nous propose pour le moment. La 32e ici, c'est vraiment pas dingue. Alors est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'il est juste dans une situation de méforme parce qu'après il va avoir une coupure en avril? Je sais pas, mais pour le moment, c'est pas dingue ce qu'il propose et c'est un petit peu inquiétant parce que c'est vrai que chez AG2R, on n'a pas forcément 150 hautes cartes pour le classement général sur un grand tour et il va falloir faire des bons classements généraux sur les grands tours pour AG2R parce que sinon, en termes de points, ça peut devenir compliqué pour le maintien du côté du World Tour. Donc c'est vraiment un truc où il faudra faire attention du côté de Ben O'Connor parce que pour le moment, un petit peu en dessous, je trouve, de son niveau de l'année dernière. Et puis Romain Bardet, aujourd'hui, complet craquage. Alors là, je regardais sur Pro Cycling Stats, il a dû lâcher au bout d'un kilomètre de montée, vraiment, et complet craquage, pas de jambes. Et c'est assez inquiétant parce que voilà, le niveau de performance de Romain Bardet, il est quand même pas satisfaisant sur ce Tour de Catalogne. 7e de Paris-Nice, là, il n'y a rien qui marche cette semaine. Là encore, est-ce qu'il est en fatigue? Est-ce qu'il est en complète méforme? Est-ce qu'il y a un petit virus? Ou est-ce que sa préparation n'a pas été idéale? Est-ce qu'on a raté la préparation d'intersaison? Je ne sais pas du côté de DSM.
Mais c'est vrai que là, sur cette course, il passe complètement à côté aujourd'hui. Il finit. Alors, Romain Bardet, il est donc 29e du général à 10 minutes 46 et aujourd'hui il termine, que je le retrouve, derrière Guillaume Martin, derrière Evan Koustioù, il finit 69e, voilà, à 8,31. Donc vraiment un craquage complet. Et puis chez DSM, on ne l'a même pas attendu, hein. Alors après, chez DSM, de toute manière, je suis pas sûr qu'il y avait d'autres coureurs qui étaient mieux classés que lui. Ça va être le premier coureur de la DSM. Mais c'est vraiment pas une bonne performance pour Romain Bardet. Voilà, semaine très compliquée pour Romain. On espère que ça ira mieux pour ses prochaines sorties. Parce qu'en plus, on a des doutes quand même sur certaines choses. C'est-à-dire, il y a quand même des propos où on pourrait avoir peur de sa motivation quant à l'avenir et avoir des peurs de retraite anticipée. Donc ça, c'est pas rassurant, la performance qu'il a réalisée aujourd'hui. On regarde tout de suite l'étape numéro 5. L'étape numéro 6, pardon. Demain, c'est l'étape numéro 6, tout de suite. Étape 6 désormais de ce Tour de Catalogne. Étape où on pourrait avoir une échappée à l'arrivée. C'est vrai que depuis le début de saison sur les World Tour, pour le moment, il n'y a pas eu d'échappée, je crois, qui ont été au bout. Mais là, entre Martorell et Molins Derey, 175 km, c'est malgré le fait qu'il n'y a qu'une difficulté au classement de la montagne. Vous voyez, c'est quand même vraiment pas plat pendant toute la journée. Et c'est le type d'étape où ça peut permettre à une échappée d'aller au bout, parce que malgré tout, la dernière difficulté du jour, elle est à 30 bornes de l'arrivée. C'est loin, encore une fois, c'est loin. C'est pas une étape où tu peux reprendre non plus énormément de temps. Enfin voilà, moi je verrais plutôt une échappée sur cette étape-là. Pourquoi aussi? Parce que les sprinters commencent à être un petit peu fatigués, au bout de 6 jours de course. Il y a eu quand même 3 arrivées au sommet. Et c'est vrai qu'on commence à être avec un gros état de fatigue, donc peut-être qu'on ne sera pas en capacité d'aller au bout. Mais voilà, moi je verrais bien une victoire d'une échappée sur cette étape-là. Pourquoi pas un Guillaume Martin qui roule énormément depuis le début de semaine en tête de la course, ou un Carapaz. Il y aura une côte de deuxième catégorie, donc l'alto de la Creux d'Aragal. Cléou d'Aragal, je pense, 5 km 6 à 6% de moyenne. Voilà, vous voyez, c'est le pied 7,5. Le sommet est compliqué, mais encore une fois, les 600 derniers mètres à 7,9%, mais encore une fois, on sera quand même encore à plus de 30 km de l'arrivée. Mais pour une échappée, ça peut permettre de recomposer l'échappée, ce genre de difficulté du côté de cette étape. Demain 21h pour le débrief, et puis on fera peut-être un débrief TikTok, c'est pas encore sûr, tout dépendra, voilà, parce qu'il va y avoir également la MotoGP, mais peut-être un débrief TikTok également de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Puis donc on se retrouve demain pour faire le débrief de cette étape numéro 6. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.